un peu du voyage à Visbeck et de la manière dont ça s'est passé justement pour ce texte-ci? Alors le voyage à Visbeck, ça s'est passé de la façon suivante. Un ami m'avait donné un catalogue d'un libraire qui est des Grands Augustins à Paris, qui avait fait un catalogue sur les livres anciens qu'il possédait sur le voyage. Je l'ai regardé comme ça et je suis tombé sur cette notice du voyage à Visbeck d'un manuscrit inédit d'origine belge de la fin du XVIIIe siècle qui avait des caractéristiques surréalistes au sens où on était dans une espèce de délire visionnaire, d'écriture spontanée. Et je me suis dit, bon, il faut que je vois ce livre. Et je me souviens, à ce moment-là, j'étais sur Marseille donc, et je suis parti le lendemain sur Paris pour voir ce manuscrit que le libraire a bien voulu mettre à ma disposition, que j'ai lu dans la librairie, en me disant c'est absolument incroyable ce qui est raconté là, puisque le principe, le point de départ, il n'y a pas de point d'arrivée véritablement. Le point de départ, c'est un jeune homme à Bruxelles, dans une année indéterminée. Alors c'est Éric Lizou, le préfacier, qui a réussi à dater, grâce à une étude de la signalisation à un moment donné d'une éclipse. Il a fait des calculs très très savants pour arriver à tomber sur le mois de mars 1794, quelque chose comme ça. Et donc, le point de départ, c'est ce jeune homme qui doit se rendre au château de Visbeck, qui est à quelques encablures de Bruxelles, c'est vraiment très très près, qui doit s'y rendre d'ici une quinzaine de jours ou 3 semaines. Bon. Et il ne sait pas comment faire passer ce temps, tellement il a envie de retrouver ses amis, qui ont l'air d'être de joyeuderie, à la fois poète, écrivain, musicien, dans ce château de Visbeck. Ne sachant comment faire passer le temps, il va voir un apothicaire, un pharmacien, il lui demande une dose d'opium, il prend sa dose d'opium, et ensuite le livre dérape complètement, et on le voit la partie sur son cheval pour aller rejoindre ses amis à Visbeck. Un coup de feu malencontreux éclate, le cheval fait un écart, le héros tombe dans un puits, et de ce puits il va glisser jusqu'au centre de la terre, et là on va aller d'histoire en histoire, de récits apparentés aux mille et une nuits, avec en filigrane un certain nombre une symbolique franc-maçonne qui court tout du long de cette histoire-là, avec des pyramides, des yeux, des magiciens, cette princesse avec son coquillage. Ils sont évoqués à un moment donné des vacances sur un lac suisse, alors on s'est demandé s'il y avait du Rousseau là derrière, on a un peu essayé d'imaginer tout ça. Et donc on a établi le texte sur ce manuscrit qui, selon nous, alors on n'a pas du tout su retrouver l'auteur véritable de ce manuscrit, sans doute un jeune homme, c'est comme ça qu'il se présente lui-même. Il y a une espèce de verdeur dans son texte, d'amour du printemps qui revient tout le temps aussi. On est au moment de la Révolution, donc c'est l'époque où les armées françaises rentrent en Belgique et annexent la Belgique. On n'arrive pas à savoir qui c'est. Les recherches continuent, y compris des études graphologiques auxquelles a pu se livrer Éric Lizou, n'ont pas abouti, mais on est devant une espèce de texte extrêmement étonnant qui aurait certainement plu aux surréalistes et à Breton, pour sa facture, pour sa liberté, pour sa vigueur et pour l'envie d'écrire et de raconter qu'il charrie avec lui. On retrouve certaines thématiques qui ont été exploitées un peu plus tard et plus profondément dans la littérature, comme celle de la Terre creuse. Oui, alors il fait partie de ces romans des Terres creuses ou de ces romans d'utopie, de mondes inconnus. Il s'y raccorde de bien des façons. C'était une époque où il y en avait beaucoup, notamment il y a un grand roman suédois dont j'ai oublié le nom, mais qui raconte un voyage dans les Terres creuses comme ça, et qui permet la liberté de s'inventer des éléphants verts, des lions oranges, ou alors les éléphants sont oranges et les lions verts, je ne me souviens plus maintenant. En tout cas, on tombe un petit peu sur toute cette faune fantastique qui est mise en... Et effectivement, le roman raconte les aventures de ce jeune homme dans la Terre creuse, mais il raconte aussi un roman de chevalerie sur la fondation de la Belgique au moment des grandes batailles de Brabant qui ont eu lieu au XIVe siècle. Donc on est dans un récit comme ça, enchâssé dans un récit, il y a du Potocki dedans, on peut y retrouver, alors il y a cette fameuse séquence où, se laissant porter par sa propre plume, l'auteur se remémore
des petits soldats de plomb qu'il avait quand il était petit et qu'il enduisait de térébenthine. Et dit-il, depuis, lorsqu'il sent l'odeur de la térébenthine, lui reviennent en mémoire ces petits soldats de plomb. Alors évidemment, il y a quelque chose avec le plomb et la Madeleine de Proust, enfin bon, il y a tout un tas de choses comme ça. Il est proche d'Alice aussi, on est devant la chute dans un puits, enfin. Donc c'est très étrange, enfin, ce texte-là est resté en manuscrit. Supposément, on suppose que en fait, le texte dont on dispose à l'heure actuelle, en fait, c'était une préparation de copie qui peut-être n'a pas été amenée jusqu'à terme du fait des bouleversements de l'arrivée des armées françaises en Belgique. Voilà, mais c'est vrai que ce roman-là, extrêmement fracassant, extrêmement libre, voire complètement débridé, a quelque chose de très énigmatique qui demeure encore tout à fait fascinant. C'est très contemporain dans la construction interne. Comme tu le disais, on peut le lire très facilement sans faire attention à la date à laquelle ça a été écrit. Et comme vous faites les choses assez bien, il y a à chaque fois dans les ouvrages de la collection Famagouste un gros appareil critique, avec des préfaces notamment qui resituent les textes dans leur contexte, les différentes thématiques, et puis des notes de bas de page assez éclairantes pour le lecteur. Oui, alors ça c'est un peu la difficulté qu'on a, c'est-à-dire comme les textes qu'on choisit viennent de loin, de mondes très méconnus généralement du grand public, et de nous aussi, enfin on n'est pas non plus spécialiste de tout, enfin bon, chaque texte demande à être présenté, et notre difficulté c'est d'essayer de trouver un moyen terme entre une présentation éclairante et un abrutissement d'érudition, disons. Et donc le travail, effectivement, notre travail consiste à proposer une invitation de rentrer dans le contexte du monde dans lequel a été écrit ce livre-là, et ensuite d'éclairer le lecteur sur les moments où il pourrait trébucher sur des allusions secrètes, ou en tout cas qui vont de soi pour l'auteur de ces littératures-là, mais qui ne vont pas forcément de soi pour un lecteur contemporain. Donc effectivement, on fait un travail assez important et assez long, en fait, d'accompagnement, d'annotation. Alors je ne parlerai pas exactement d'appareil critique parce que c'est plus compliqué que ça, ce que c'est que c'est plus une remise en contexte. C'est plus voilà, des remises en contexte, des accompagnements du lecteur, dont ensuite on essaie de donner simplement un plus petit dénominateur commun, de façon à ce qu'ensuite il ait la liberté de pouvoir lire ce texte comme il a envie de le faire. C'était ça l'enjeu au départ. Les textes qu'on avait envie de présenter viennent de loin, mais on estime que chacun peut les lire et chacun est libre de les prendre comme il veut. Les textes qu'on a publiés sur les traductions du nahuatl, donc ce sont les traductions de textes aztèques qui racontent la mythologie, la fin du soleil, etc., sont pour moi aussi des textes d'une poésie absolue, en dehors de toute contextualisation. On peut tout à fait les lire tels quels sans avoir nécessairement connaissance de ce que c'est que le monde aztèque, que la mythologie aztèque, que la culture ou la société aztèque, etc. Il y a cette possibilité de changement de focale qu'on propose à chacun de nos titres. Vous pouvez les lire comme vous avez envie de le faire, dans la mesure où notre travail, c'est simplement de les faire exister. Voilà, donc, et on essaie alors, effectivement, ça demande un travail qui peut être très lourd, très long, pour des textes de 90 ou 70 pages, ça peut être très difficile de trouver le bon dosage de présentation de cette